Matrioshka. On entend bien là ce que nous dit le rabbin Delphine Orvilleur, l'importance de se prêter à l'interprétation des textes, savoir lire, mais aussi savoir comprendre les silences. Car l'histoire dit les choses, mais raconte au-delà de ce qu'elle dit. Et dans le travail de mémoire qu'on doit faire et qu'on doit transmettre aux générations futures, eh bien, il y a aussi l'idée que si le juif est visé dans l'histoire, ce qu'on dit, cette histoire va au-delà du sujet juif. Elle raconte autre chose. Une particularité effectivement de l'antisémitisme, c'est qu'il vient toujours raconter la haine avec un grand H, pas juste la haine des juifs. En fait, la haine d'un autre qui est à la fois autre et à la fois comme moi. Dans l'antisémitisme, il y a ce marqueur-là aussi qui est différent du racisme pur et simple. Vous savez, le racisme, il consiste à détester l'autre parce qu'on lui reproche de ne pas être comme nous, de ne pas avoir la même couleur de peau que nous, le même accent. Généralement aussi, il consiste à se percevoir comme supérieur à quelqu'un qui nous est inférieur, qui est un peu plus barbare, là où nous, on serait un peu plus civilisés. Ça, c'est un racisme traditionnel. Dans l'antisémitisme, c'est plus compliqué que ça parce qu'on reproche aux juifs d'être à la fois comme nous et pas comme nous. Et puis un autre élément marquant de l'antisémitisme, c'est que souvent on reproche aux juifs d'avoir quelque chose que nous, on n'a pas. Dans le racisme, on reproche plutôt à l'autre de ne pas avoir ce que j'ai. C'est-à-dire qu'on pense qu'il n'a pas l'éducation ou le talent que j'ai. Et alors que dans l'antisémitisme, c'est le contraire. On considère toujours que les juifs, ils ont plus d'argent, plus de chance, plus de bénédictions, ou que sais-je encore. C'est-à-dire que c'est comme si on leur reprochait de nous avoir usurpé quelque chose qui aurait dû nous revenir. Comment ça se fait que les juifs, ils ont ça et que moi, je l'ai pas? Grosso modo, c'est un ressort classique de l'antisémitisme. En fait, plus qu'une vengeance, je dirais que c'est un élément de jalousie, d'envie, qui raconte souvent une faille existentielle, c'est-à-dire un manque existentiel. J'ai pas réussi à être là où je voulais, alors il y a forcément un coupable, un autre, un bouc émissaire, un responsable, qui prend les traits du juif. Et donc, l'antisémitisme vient souvent raconter une haine plus profonde que simplement la détestation de l'autre. Souvent, ça raconte aussi une détestation de soi. Et puis, il y a un autre élément, mais vous le constatez dans les manifestations antisémites aujourd'hui. Aujourd'hui, il arrive qu'on s'en prenne à des juifs dans les écoles, dans une épicerie cachère, comme on l'a vu ces dernières années, mais parfois, on s'en prend au cimetière juif. Ça, c'est un mode récurrent aussi d'antisémitisme dans les années qu'on vient de vivre. On s'en prend au cimetière juif. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à ça un instant. Ça veut dire qu'on en veut aux juifs quand ils sont vivants, mais on leur en veut encore quand ils sont morts. Et d'où se pose la question justement du travail mémoriel. Aujourd'hui, il y a des lieux de mémoire, il y a de Vachem à Jérusalem, il y a à Paris, partout, il y a des fondations, des publications, des livres, justement sur ce travail de mémoire à faire pour ne pas oublier. Oui. Et dans le même temps, on voit bien que quand on s'attaque à un cimetière, on s'attaque aussi à la mémoire. Est-ce que, par rapport à ce que vous décrivez de l'antisémitisme, ce travail de mémoire n'a pas un effet pervers qui implique que finalement, on leur en veut encore de subsister de par leur mémoire qui serait considérée comme différente de toute autre forme de mémoire dans l'histoire? Comment on fait? En fait, on le voit bien, ce qui est compliqué, c'est qu'on est dans un cercle vicieux. En fait, plus il y a d'antisémitisme ou de manifestations antisémites, plus on dit qu'il faut enseigner cette histoire et l'histoire de la Shoah, et plus vous nourrissez le discours, mais qui en réalité se nourrit de tout, qui fait feu de tout bois, le discours de ceux qui vous disent oui, il y en a que pour les Juifs, il y en a que pour la Shoah, on n'entend parler que de ça, et donc ça nourrit encore un peu plus, ou ça justifie à leurs yeux encore un peu plus, un antisémitisme qui va donner lieu à une prise de conscience qu'il faut en parler davantage et à une critique qu'on en parle un peu trop. Donc, en fait, toute la problématique d'enseigner la Shoah, et d'enseigner cette histoire, c'est de reconnaître pleinement que c'est arrivé aux Juifs, mais que c'est pas une histoire juive, et qu'elle concerne tout le monde. Et c'est tout le paradoxe dans lequel on se trouve, et ce paradoxe, il est renforcé et accentué par le temps que nous vivons, qui est, on le sait, un temps de compétition victimaire. Exactement ce vers quoi je voulais qu'on avance maintenant. Parce qu'en effet, est-ce que justement la victimisation ne crée pas une sorte de concurrence mémorielle dans laquelle tout le monde justement se retrouve sans fin à essayer de se définir par sa souffrance? Oui, en fait, il y a aujourd'hui, on le sait, une forme de compétition victimaire qui fait qu'il y a un espèce de statut, peut-être presque de noblesse chez certains à pouvoir réclamer le fait qu'ils aient ou que leur ancêtre ait souffert.
c'est Marceline Loridan, qui était survivante d'Auschwitz, qui disait souvent cette phrase « Ils ne nous pardonneront jamais ce qu'ils nous ont fait ». C'est une phrase très forte que celle-là, c'est que parfois on en veut aux Juifs pour ce qu'ils ont souffert et donc pour ce statut de victime qui leur collerait à la peau. Mais être une victime ne donne aucun droit, parfois même ça vous donne un sacré devoir, mais ce que vous offre le fait d'avoir été victime parfois, c'est le fait de savoir qu'il vous a été donné tout de même de vous en relever. En fait, c'est là où je pense qu'on doit travailler aujourd'hui. On ne pourra pas sortir de cette compétition victimaire si on n'est pas capable d'enseigner dans nos sociétés autrement la résilience. C'est-à-dire que cesser de se dire qu'on est qui on est parce qu'il nous est arrivé quelque chose, mais pouvoir se dire plutôt qu'on est qui on est parce qu'il nous est arrivé quelque chose et qu'on en a fait quelque chose. Et ce que je dis là, je voudrais l'extrapoler à d'autres problématiques victimaires qu'on a dans notre société. Je vais vous donner un exemple qui, vous en doutez, me tient à cœur, la question de la violence faite aux femmes. Moi, je suis féministe, voilà, je suis dans un engagement fort féministe depuis toujours, je crois. Mais je constate qu'aujourd'hui, l'accès des femmes à la parole, qui est une bénédiction pour nous tous et nous toutes, les femmes peuvent parler, des victimes peuvent parler, et c'est formidable. Mais il faut faire extrêmement attention. Quand les victimes ont accès à la parole, il faut s'assurer que simultanément, ce qui leur est arrivé ne vient pas à définir ce qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il nous est arrivé quelque chose qu'on est ce qui nous est arrivé. En réalité, on doit parler de ce qui nous est arrivé, mais on doit être capable en parlant de se dire qu'on n'est pas que ce qu'on a vécu et qu'on peut se relever tout en transmettant cette histoire, en l'enseignant et en ayant une action politique dans le monde pour que cette histoire soit racontée.